vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Connaissez-vous, bienvenue à cette fin du mois d'octobre déjà. J'en reviens pas et c'est pour ça aussi, vu qu'on est déjà rendu à la fin du mois d'octobre, que j'en profite pour vous expliquer quelques petites coulisses de Connaissez-vous, je vous dirais. Parce que il y a des gens qui pensent des fois qu'on est en direct et on n'est pas en direct. Hein? Connaissez-vous, c'est une entrevue quand même qui est préenregistrée, qui est mise en ligne à des moments bien précis et que vous pouvez aussi écouter quand bon vous semble. Donc, il y a des choses que je dois vous expliquer un petit peu parce que, voilà, je vous dis, on est fin octobre, mais dans ma tête à moi, on est déjà rendu pas mal plus loin. Connaissez-vous, là, ça se prépare, je vous dirais, environ 2 mois à l'avance. Moi, j'ai commencé au mois de juillet à contacter les gens, à préparer les horaires d'enregistrement, tout ça. Ça se fait quand même entre le moment où l'invité est contacté, le moment où... puis des fois, c'est l'invité qui m'est proposé là, par d'autres personnes. Il y a Monsieur Pierre Saint-Onge là, qui m'en propose beaucoup. Donc, des fois, entre le temps où l'invité est contacté par moi ou par Monsieur Saint-Onge, le moment où on enregistre et le moment où l'entrevue est mise en ligne, ben il peut s'écouler plusieurs semaines. Donc, moi, je suis déjà rendu à préparer les émissions de 2022. Donc, si vous voulez passer à Connaissez-vous en 2022, bien, je vous conseille de faire vite, soit de communiquer avec M. Saint-Onge, soit de communiquer avec moi par les réseaux sociaux, par le site internet qui est www.martinchouinard.com. Vous pouvez m'écrire à partir de là. Vous pouvez m'écrire sur Facebook. Il y a le compte Martin Chouinard Connaissez-vous que vous pouvez utiliser. Et je vais me faire un plaisir de prendre contact avec vous et on fera une petite entrevue, une pré-entrevue, comme j'appelle. Il y a des gens, des fois, qui me font des demandes d'amitié sur Facebook. Moi, je tiens à vous expliquer un petit quelque chose. C'est que le compte Martin Chouinard, connaissez-vous, c'est un compte pour les personnes non-voyantes et leurs proches. Et il y a des gens de ma famille là-dedans aussi. C'est sûr et certain que quand je reçois des demandes d'amitié et qu'il y a plusieurs non-voyants en commun comme amis avec la personne qui me demande, ben je me pose pas trop de questions et j'accepte. Par contre, si j'ai 0 amis avec ces gens-là, bien habituellement, je ne les accepte pas. À moins que vous m'écriviez pour me dire dans le fond, vos motivations à me demander comme ami, là. Sinon, malheureusement, je ne les accepte pas parce que je vois qu'il n'y a personne en commun avec tous les gens qui sont déjà amis avec moi dans ce compte-là. Donc, je tiens quand même à ce que vous le sachiez. Ensuite, le dernier petit point que je voulais expliquer, c'est qu'il y a des fois des gens qui entrent en contact avec moi pour que je leur propose des noms pour d'autres projets. Ce n'est pas que je ne veux pas vous aider, mais à brûle pour point, souvent, je n'ai pas de noms qui me viennent en tête parce que je n'ai pas de base de données pour répertorier
toutes les spécificités là, que vous me demandez. Comme des fois, on me demandait des gens qui avaient des enfants ou qui voulaient des enfants, mais je n'ai pas de base de données pour répondre à ces questions. Je n'ai pas de base de données non plus pour savoir si l'invité vient de la rive nord, de la rive sud ou dans une autre région. Donc, ce n'est pas que je veux pas vous aider, mais moi, j'ai Monsieur Saint-Onge qui me propose des gens, mais on n'est pas une compagnie qui fait de la recherche et qui peut vraiment trouver des gens pour toutes sortes de thématiques. Là, on cherche des gens pour faire une entrevue une fois par semaine à Connaissez-vous. Donc, ce n'est pas que je ne veux pas vous aider. Si il me vient des noms spontanément, je vais vous les donner, mais sinon, malheureusement, je serai dans l'incapacité de le faire. Mon invité de cette semaine, c'est quelqu'un de très intéressant. On aurait pu parler pendant beaucoup plus longtemps. Et c'est quelqu'un qui, depuis fort longtemps déjà, a comme objectif et comme envie d'aider les gens et de tous âges. Cette semaine, on discute avec David Trudel-Bergamo. Encore une fois, cette semaine, je suis très content parce que l'invité que je vous propose, c'est quelqu'un qui a répondu très vite à l'invitation et c'est quelqu'un de la Fondation INCA et je pense qu'on n'a pas encore parlé vraiment avec quelqu'un qui travaille à cet endroit-là à l'heure actuelle. Donc, je vous le présente. Il s'appelle David Trudel-Bergamo. Tout d'abord, bonjour David. Bonjour Martin. Et merci d'accepter de participer au projet de façon aussi spontanée, de façon aussi rapide surtout. Ça me fait très, très plaisir de participer à ton projet, autant personnellement que, je te dirais, professionnellement. Merci beaucoup de l'opportunité. On va joindre les deux aspects, l'aspect personnel et l'aspect professionnel. c'est toujours un bon duo, je pense. Tout à fait. Et si on commençait un peu, justement, côté personnel et côté peut-être un peu lointain, je ne sais pas si tu serais à l'aise de nous dire à quel endroit tu es né, puis environ vers quelle année, à quelle époque? Ben oui. Donc, je suis né à Boucherville, sur la banlieue, sur la rive sud de Montréal. Je suis né en 1982, ce qui fait que j'ai 39 ans présentement et que bientôt je tournerai les 40 ans en 2022. OK, en 2022 quand même. Ben oui, parce que 82, c'est 2022. Mm-hmm. Ben, on te souhaitera la bienvenue dans la quarantaine à ce moment-là, David, parce que moi, la quarantaine, en tout cas, je l'ai pris un petit peu difficilement. Ah oui, OK. J'ai bien hâte de voir, en tout cas. Ben oui, puis on se fait agacer beaucoup dans ce temps-là. Ça fait que, bon, enfin, bref. Donc, puis Boucherville, ben, c'est pas loin de chez nous, c'est pas loin de Longueuil. Ça fait que je connais bien le coin aussi. Mm-hmm. Est-ce que tu es né d'une grosse famille? Une famille, je te dirais, moyenne. Dans le fond, j'ai une grande sœur qui a 3 ans de plus aînée que moi et un petit frère qui a 2 ans et demi de moins que moi. Donc, je suis le petit du milieu d'une famille de 3 enfants. Bon, OK. C'est pas le plus jeune puis pas le plus vieux non plus, le milieu. Eh oui. OK. Et toi, David, ton problème visuel, est-ce que tu l'avais à la naissance ou si c'est arrivé plus tard? Écoute, c'est arrivé plus tard, mais comme pour beaucoup, je dirais, de nos cousins, cousines, collègues handicapés visuels, hein, pour beaucoup d'entre nous, c'est des maladies génétiques. Donc, c'est la même chose pour moi. C'est une maladie génétique. On sait ce que ça veut dire, mais je dirais que les premiers symptômes
vraiment aggravants, ceux qui étaient vraiment significatifs, sont apparus à l'adolescence, vers l'âge de 15 ans. Si je me trompe pas, c'était aux alentours de secondaire 3. Ouais, 15 ans, ça a de l'allure. Ouais. OK, donc, ben, enfant, tu étais quel genre d'enfant, toi? Est-ce que tu étais très actif? Est-ce que tu étais sportif? Qu'est-ce qui t'intéressait quand tu étais petit? Écoute, comme étant enfant, j'étais un enfant très calme, très posé, toujours dans l'observation du monde qui m'entoure. Je me rappelle que ma mère m'a souvent dit que dès la naissance, j'avais un regard très intense, très observateur, ouvert sur le monde. Ça me suit. Je pense que c'est une caractéristique intrinsèque de ma personne. Comme j'ai les yeux pratiquement noirs, ça fait un regard un peu intense par moment pour les gens de l'extérieur. OK. Donc, mais non, j'étais un enfant très calme, très posé, voire timide. J'étais beaucoup dans l'intellect. J'ai toujours été un enfant porté sur les choses intellectuelles, c'est-à-dire la lecture, l'écriture, un volet artistique très développé durant mon enfance. Très peu sportif. J'ai découvert l'activité physique vraiment plus tardivement dans ma vie, à mon grand bonheur maintenant, mais je suis toujours une personne à la fois, je te dirais, très introspective et je dirais même solitaire d'une certaine façon. Bien avec la solitude? Tout à fait, oui. OK. C'est pas tout le monde, ça, hein? Mais ça peut être très pratique parce que pas toujours besoin d'avoir des gens est capable de faire ses choses tout seul. Des projets, des fois, j'imagine, qui demandent justement plus de solitude, de tranquillité. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je pense que je représente bien les introvertis de ce monde. Oui, effectivement, la solitude, moi, ça me fait pas peur. Je suis très bien seul. Quoique j'adore les gens. J'adore les gens, mais j'adore encore plus être seul. Je peux faire mes projets autant professionnels que personnels. Je peux rester des longs moments sans contact. J'ai pas un très grand besoin de vie sociale d'une certaine façon. J'en ai, évidemment, mais comparativement à beaucoup de gens qui ont d'immenses besoins, moi, c'est pas du tout mon cas. C'est une des caractéristiques de ma personne. Et quand tu as commencé l'école, est-ce que pour toi, ça a été quelque chose de difficile? Je te dirais que l'école, oui, j'ai trouvé ça difficile, pas tant au niveau académique, parce que je comprenais très bien ce qui m'était demandé dans les matières à étudier, à apprendre. Ça, je comprenais très bien. Et mais le côté social. En plus, si tu aimais la lecture, puis tout ça, bon, c'est déjà comme une grosse tâche de moins, parce qu'il y en a tellement qui n'aiment pas ça lire ou écrire que ça alourdit un peu le processus, là, on pourrait dire ça comme ça. Oui, ça peut, mais quand on aime beaucoup plus lire ce qui est pas demandé, c'est-à-dire que je faisais des lectures hors matière, dans le fond, parce que ce que j'apprenais dans mes cours m'amenait à des réflexions, on va dire, plus approfondies. Donc, je m'intéressais des fois un petit peu moins à ce que j'apprenais dans mes cours parce que ça m'amenait à d'autres questions, puis j'allais chercher de l'information. Donc, des fois, ça m'a porté un petit peu préjudice à ce niveau-là. Mais quand même, j'ai bien réussi ma scolarité sans trop de problèmes. C'est ça, mais c'est une belle curiosité. C'est de toujours aller chercher plus, dans le fond, que ce qu'on apprend selon moi. À la base à l'école. Oui, selon moi. Oui, je partage ton opinion, Martin, là-dessus. Je trouve, moi aussi, que c'est une très belle qualité à développer, à avoir. Mais tu disais, socialement, ça a été plus compliqué parce que, justement, là, à l'école, on n'est pas seul, on est tout le temps comme en groupe. Mm-hmm. Tout à fait.
Tout à fait, t'amènes une bonne question. Ça se voit que c'est pas ta première entrevue. Non, écoute, moi, ça a vraiment été le plus difficile dans ma progression académique scolaire. Ça a été les relations sociales, dans la mesure où je comprenais les rouages sociaux, mais sans bien comprendre des fois pourquoi les gens agissent de telle ou telle manière. Pourquoi est-ce qu'il faut lever la main dans la classe ou tu sais, je vais vous donner un exemple. À l'école primaire, la plupart des élèves, lorsqu'un professeur pose une question, personne ne veut répondre à la question. Mhm. Parce que tout le monde est gêné. C'est vrai. Puis souvent, les gens soit connaissent la réponse ou pas, mais même si je savais la réponse, j'avais compris que si je voulais être intégré avec les autres, ne lève pas ta main. Pas te précipiter à lever la main pour donner la réponse. Ouais. Moi, on ne lève pas la main parce que sinon, parce qu'il y en a toujours un qui connaissait les réponses. Puis, dans le temps, on appelait ça un bolé, l'intello à lunettes. Puis, c'est rare que c'était la personne la plus intégrée. Mais effectivement. Puis là, toi, tu voulais échapper à tout ça. Là. Je voulais échapper à ça. Fait que moi, je m'étais dit, OK, c'est bizarre. Faut faire le contraire de ce qui nous est demandé parce qu'il y a un enjeu d'intégration. Fait que je dis, OK, donc, on ne lève pas la main. Même si je connais la réponse, ne lève pas la main. OK, mais là, je comprends un peu plus qu'est-ce que tu voulais dire en disant que comment un petit peu intégrer toutes les choses qui nous sont demandées justement à l'école, en partant déjà à l'école, hein, lever la main, puis tout ça, puis je comprends un peu plus. Et, oui. et c'était quoi ta matière préférée? Est-ce que c'était le français ou si c'était autre chose? Écoute, j'ai toujours aimé les sciences, les arts, l'histoire, la géographie. Je te dirais que le français était la dernière, quoique j'ai jamais détesté le français. J'ai toujours trouvé que c'était une très belle langue de poésie, d'art, avec un grand A, de littérature et tout. Mais en tête de liste, elle viendrait en dernière position. Les mathématiques avant. Okay. J'aime bien aussi les mathématiques, même encore à l'âge adulte. Je trouve que c'est un domaine très, très intéressant. Ouais, c'est complètement différent. Hein? C'est une certaine logique, puis une certaine... je sais pas comment le dire, là, mais c'est quand même... c'est une science, hein? C'est quand même... Tout à fait. C'est un langage carrément différent, qui demande des capacités différentes, quoique complémentaires dans plusieurs cas. Mais on est chanceux, par exemple, parce qu'avec la langue française que tu parlais tantôt, on a une langue tellement riche, tellement nuancée, tellement intéressante à tout point de vue, avec une littérature foisonnante. Là, moi, je trouve ça... on est chanceux, bref, de pouvoir avoir accès à cette langue. C'est vrai, avec une belle variété de mots. Il y a plusieurs façons de dire les choses. C'est vrai que c'est une belle langue. Le passage du primaire au secondaire, pour toi, David, ça a-tu eu une incidence sur ton début de vie? Écoute, dans le fond, bien sûr, hein, comme la plupart d'entre nous, hein, qui dit secondaire dit l'entrée à l'adolescence, avec ses enjeux, ses défis, ses codes. Écoute, pour être très honnête, le secondaire a été une période beaucoup plus difficile parce que les conséquences, les problématiques que je nommais tantôt pour le primaire, dans le fond, se sont juste doublées, ont augmenté, hein, parce que les nuances, les jeux relationnels, les interactions qui se complexifient avec l'âge, c'était encore une fois pour moi un univers trop nuancé, trop complexe. Difficile à décoder un peu? Ouais, difficile à décoder, difficile à palper puis à intégrer. OK. Parce qu'une fois, ça peut être oui, le lendemain, ça va être non.
quand on pense quelque chose, il ne faut pas le dire par peur de choquer, de blesser. Mais quand c'est la vérité, même si c'est la vérité, même si on vous demande d'être franc, toute vérité n'est pas bonne à dire par mesure d'intégration toujours. Ben évidemment avec tous les enjeux de l'adolescence qu'on connaît bien. Déjà en partant partant, par là. oui. Donc la quête, le début de la quête personnelle, de la construction de son identité en tant que personne autonome, c'est à cette époque, à cet âge-là. Donc ça vient complexifier. Donc ça a été, je dirais, une période très complexe, très difficile pour moi. Encore une fois, pas tant au niveau académique. Ça l'allait plutôt bien à ce sens-là. J'ai toujours eu des notes en haut de la moyenne, mais au niveau relationnel, social, moi, c'est un enjeu un enjeu de vie, je te dirais. Est-ce que tu te faisais quand même des amis? Est-ce que tu avais un petit réseau social? Qu'est-ce que tu faisais comme parascolaire? Est-ce que tu en faisais? En fait, du parascolaire, oui, j'en ai fait un petit peu, souvent un peu imposé pas imposé, suggéré par mes parents, je pense dans une optique parentale bienveillante de justement se créer des réseaux, se faire des amis, socialiser. Mais j'ai toujours eu des petits réseaux d'amis. J'étais pas je pense que avec tout ce que j'ai dit dans les dernières minutes, on comprendra que je ne suis pas un gars de gang, comme on dit. Donc, ça a toujours été un ami à la fois, des petits groupes, je te dirais, des amitiés qui ne durent jamais vraiment sur du long terme. Comme par exemple, quand on parle de ces bons vieux amis d'enfance, là, les amitiés qui découlent de 20, 30 ans, rendus à nos âges, ben pour moi, honnêtement, ça n'existe pas. OK. Ça n'existe pas. Est-ce que ça te déçoit, ça? Est-ce que tu aurais aimé ça? Ou si, à l'époque, ça s'y prêtait pas, puis c'est tout? Ben écoute, je te dirais que longtemps, durant ma vie, c'est quelque chose qui a été une source de souci pour moi, parce que les injonctions sociales nous envoient carrément à l'opposé de ce que je suis. Donc, moi, j'essayais de répondre à ces injonctions sociales-là, c'est-à-dire, soyons populaires. Le mieux, c'est d'en avoir le plus. Faut être le garçon le plus populaire, il faut être toujours drôle, faut être aimé de tout le monde. Et j'ai essayé longtemps de répondre à ces codes-là sans m'écouter réellement. Donc, j'ai eu beaucoup de soucis personnels à vouloir répondre à ça. Mais avec l'âge, avec le travail sur soi, avec la redécouverte qui date quand même de longtemps de ma personne, de la vraie personne que je suis très à l'aise maintenant et beaucoup plus heureux en me connaissant, en connaissant mes besoins, mes limites et en les respectant surtout. Mais tu sais, à déplaire. Parce que, tu sais, je le disais au début de l'entrevue, on se connaît pas, là, c'est la première vraie discussion qu'on a. Puis j'aurais vraiment pas pensé, hein. Maintenant, c'est pas ce qu'on perçoit de toi, en tout cas, je pense, là, que tu sais que t'as l'air quelqu'un vraiment d'assez, tu sais, qui parle beaucoup, qui parle bien, qui est capable d'expliquer justement ces choses-là qui étaient pas évidentes à l'adolescence. Puis on comprend aussi que tu t'en mettais probablement beaucoup sur les épaules inutilement. Oui, on pourrait venir à cette conclusion-là, tout à fait. Tout à fait. Puis écoute, le commentaire que tu viens de me dire, c'est pas la première fois que je l'entends. Les gens me disent souvent, j'aurais pensé que tu es un extraverti parce que tu parles bien, tu parles beaucoup, tu parles longtemps, tu as soit du leadership, des compétences sociales, c'est le fun d'être avec toi. Mais quand je me fais dire ça, souvent je dis, imaginez dans le fond, imaginez dans le fond à quel niveau je peux être dans l'introspection, comme introverti, parce que je le suis beaucoup plus. Donc, si vous trouvez que j'ai de très bonnes compétences sociales, mes compétences d'introspection sont encore plus.
C'est Mais je ça. suis juste un introverti qui a travaillé. C'est les compétences sociales pour justement bien communiquer avec les autres, être à l'écoute des autres, parce que aussi l'écoute, ça c'est une des qualités qui m'est vraiment, je pense, de naissance. Ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que je l'ai travaillé. D'ailleurs, maintenant, je travaille dans la relation d'aide. Donc, c'est toutes des petites qualités qui font que j'ai pu me développer puis avoir, dans le fond, tout ce que ça prend pour, pour être dans le monde avec un grand M. Et on voit un peu c'est quoi concrètement un peu un travail sur soi-même là. Oui, tout à fait. Et moi il y a une phrase que j'ai entendue un jour, je me souviens plus quand, mais tu sais qui dit que le travail sur soi-même ça dure toute la vie là. Ça fait que je me dis il y a toujours à faire. Oui, il y a toujours à faire. Effectivement, je suis bien d'accord. Puis moi c'est vraiment je te dis autant personnellement que professionnellement. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris tôt dans la vie, qui a découlé des petites problématiques dont je t'ai parlé tantôt, c'est justement le travail sur soi pour avancer dans la vie. Je pense que ça, je l'ai compris très, très jeune. Et en étant honnête envers moi-même, en voyant les défauts, les points à améliorer, les petites limites, j'ai travaillé ça parce que moi, je veux être la meilleure version de moi-même. Je veux être heureux. Donc, écoute, faisons ce qu'il faut. C'est ça, on travaille, mais on voit aussi on voit des améliorations. On voit que ce qu'on fait, ça donne quelque chose. Oui, tout à fait. Tout à fait. Là, David, j'ai envie de m'en aller vers un petit peu le vif du sujet, parce que je pense que de toute façon, on s'en va vers ça. On est rendu au secondaire, on arrive à 15 ans, là. Oui. Il y a deux questions que, évidemment, il y a la question du handicap là, qui va embarquer là-dedans, mais avant ça, j'aurais envie de te demander, avais-tu commencé à penser à ce que tu voulais faire plus tard, rendu comme en secondaire 3, 4, 5? Tu vois, dans ces âges-là, une fois, j'étais avec deux amis, puis on avait cette discussion. J'avais un ami qui était très sportif, qui lui disait je vais travailler justement dans le sport, truc comme ça. Un autre ami très manuel qui savait spécifiquement électromécanicien, c'est ce que je vais être. Puis quand on m'a posé la question, moi j'ai dit je sais pas ce que je veux faire dans la vie, mais ce que je sais, c'est que le travail que je vais faire va aider le monde avec un grand M. Je veux améliorer la vie des gens, la société, le monde. C'est la seule chose, la seule conviction que j'avais à cette époque-là. Mais quelle conviction quand même, hein? Parce que tu avais deux amis qui savaient, bon, un sportif, un plus manuel, puis toi, c'était plus le côté psychologique, social. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ouais, c'était la seule conviction que j'avais. Puis, tu vois, je pense que c'était la bonne parce que c'est le chemin que j'ai suivi, dans le fond, depuis les 25 dernières années, maintenant. D'accord. Et là, bon, le problème de vision, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est manifesté, à quel moment, comment tu as vécu ça, un peu? OK, ben oui. Écoute, rétrospectivement, si je fais une relecture de ma propre histoire, je peux constater que bien avant l'âge de 15 ans, il devait déjà y avoir des symptômes présents, mais qui, pour l'époque, n'étaient pas perçus. Je m'explique. Alors, au primaire, j'étais le seul enfant qui, dans la cour d'école, portait des lunettes de soleil Ray-Ban parce que j'avais déjà de la photophobie à cet âge-là. La photophobie, ça veut dire que tu étais ébloui? Ouais, hyper, tu sais, de la sensibilité extrême à la lumière. Extrême à la lumière, OK. Ouais. Donc, mes parents avaient été rencontrés, une optométrice classique, là, que tous les enfants vont voir une fois par année. Ils disent, non, votre fils doit porter des lunettes de soleil, il fait une sensibilité à la lumière. Mes parents me disent ça, OK, ça, il faut que tu mettes ça dans la cour d'école, mais
quand t'es le seul enfant qui doit mettre des lunettes de soleil, tu sais, puis que t'as l'air de Miami Vice, tu sais, dans la cour d'école, tu fais ouais. Tu clashes un peu par rapport au portrait général. Donc ça, premier petit symptôme, mais c'est vraiment à l'âge de 15 ans qui, dans le fond, avec des symptômes qui s'apparentaient à de la myopie sévère, jamais de prescription de lunettes qui sont satisfaisantes, une vision qui se dégrade d'année en année, une optométriste qui sait plus vraiment quoi faire, j'ai une référence en ophtalmologie, un ophtalmologue qui me dit, ben finalement, on sait pas ce que t'as, tu perds la vision, fais ta vie, bonne chance. Oh, OK. Ouais. Wow. Donc à peu près vers l'âge de 17 ans, quand j'ai reçu ce commentaire qui est véridique, d'un ophtalmologue très réputé, très connu au Québec, qui a pris sa retraite, je pense maintenant, mais qui m'a dit ça, j'ai dit, OK, ben je claque la porte à tout ce qui est du domaine médical relatif à ma vision. On m'a dit ça, bon, OK, il n'y a rien à faire, bon, faut que je fasse ma vie, bon, je vais faire ma vie. Ben, que veux-tu faire? Ben, exactement. Si un médecin me dit ça, bon, ben, écoute, je vais l'écouter, puis avec l'émotion que ça a engendré en moi, la frustration par rapport à l'incapacité du corps médical à m'aider, hein, au cul-de-sac que la situation m'amenait, ben j'ai dit OK, puis je vais foncer, puis je vais faire ma vie. D'accord. Et concrètement, que tu as continué ta vie, ça a été plus compliqué, ça a été plus. Je te dirais que oui, ça a été compliqué dans la mesure où plus les années avançaient, plus je sentais que ma vision se détériorait. Mais j'avais toujours cette phrase-là qui me résonnait en tête. J'avais toujours mon souci d'intégration sociale. Donc, à ces époques-là, j'ai vraiment développé des mécanismes de défense pour que ça ne paraisse pas. J'ai développé toutes les les mécanismes de survie pour que les gens ne voient pas que je suis en train de perdre la vie. OK, parce que là, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à 17 ans, ça t'empêchait pas de faire ce que tu avais à faire comme à l'école, puis tout ça. Puis... Exactement. Je m'assoyais au premier rang. Je disais que dans les cours, je prenais pas de notes parce que je trouvais pas ça. Je prenais pas les notes au tableau parce que je trouvais pas ça intéressant. OK. Toutes des phrases d'adolescents qui fit, excuse-moi l'anglicisme, mais qui fit avec oui, que d'autres pouvaient utiliser sans avoir ta problématique, là. Ben oui, mais en bout de ligne, c'était des mécanismes de défense, hein, juste pour pas que ça paraisse. J'ai eu des emplois, j'ai trouvé des méthodes pour être aussi productif. J'ai innové, j'avais trouvé des manières pour me déplacer, de manière, on va dire entre guillemets, sécuritaire. J'avais trouvé des phrases toutes faites en fonction de certaines circonstances, avec toute l'attitude que ça demandait. Et ben un jour, la réalité m'a rattrapé parce que la vision se détériorait toujours. Toujours. Hein. Mm-hmm. Et ben c'est ça. À un moment donné, j'ai heurté carrément mon mur et j'ai consulté un optométriste en urgence. Puis l'optométriste, j'ai été chanceux parce que cet optométriste-là, qui était dans une clinique privée, travaillait à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Et après quelques minutes avec moi, il m'a dit, ben écoute, c'est parce que t'es aveugle légal. OK. Il dit, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Je dis, non. Il dit, techniquement, tu te promènerais avec une canne blanche. Il dit, je comprends pas pourquoi que tu sois capable de faire ça. Puis tu vois, à partir de ce moment-là, il y a un nouveau pan de ma vie c'est ouvert. Un nouveau chapitre de mon livre de vie a commencé à s'écrire. Là, tu étais rendu à quel âge à ce moment-là? Rendu à cet âge-là, tu vois, on a avancé dans les années.
Moi, ça doit faire à peu près 13 ans que j'ai eu 13-14 ans que j'ai mon diagnostic officiel, le dernier diagnostic, parce qu'il y a eu de l'errance diagnostique par rapport à ma pathologie, mais que je suis client, que je suis membre de l'Institut Nazareth et Louis Braille, on va dire 14 ans. Donc, c'est depuis les 14 dernières années que je suis rentré. Voilà 14 ans, j'ai commencé mon travail de réadaptation puis de découvrir un peu un aspect de ma nouvelle vie. Mais comme le jour où on t'avait dit bonne chance, on peut plus rien pour toi, puis le jour où tu es allé voir l'ophtalmologiste en urgence, est-ce que malgré tout tu avais fait d'autres démarches médicales ou pas du tout? Non. OK. Pas du tout. OK. D'accord. Ouais, fait que c'est comme un incident malheureux qui m'est arrivé. Puis je vais le compter si ça peut sensibiliser nos cousins et cousines qui ont des handicaps visuels à tout niveau de gravité que ce soit. C'est que je me promenais dans la rue un soir, toujours avec de la photophobie. Donc moi le soir, j'ai une atteinte. Je suis pratiquement 100% aveugle la nuit. Je vois plus rien à part des halos de lumière. Mais il y avait une espèce de dalle de béton avec des panneaux de signalisation qui bloquaient une rue et j'ai traversé la traverse piétonnière, mais un des socles de béton n'était pas aligné en ligne droite, il était en diagonale. Okay. Donc je me suis pris un pied dedans, je me suis fracassé la mâchoire dans la rue et c'est assez douloureux. Là. Oui, j'en doute pas. Ouais, c'est très, très douloureux. Donc, à partir de ce moment-là, quand je dis que la réalité m'a frappé en pleine face, c'est pas juste au sens figuré. C'est ça. Tu t'es pas blessé aux yeux, mais t'as comme pas eu le choix de dire là, ouais. je peux plus, ça peut plus continuer comme ça, là. Ouais, exactement. Fait que là, par souci de sécurité, même si je ne pouvais me douter de l'annonce que j'allais recevoir, je savais que ça l'allait pas, que ça l'allait de moins en moins. Ça, c'est ça. Mais en bout de ligne, c'est un incident malheureux, mais qui a découlé sur de très belles découvertes. Puis en bout de ligne, je pourrais quasiment me remercier à ce moment-là d'avoir eu cet incident-là pour me faciliter la vie par la suite. Ben, c'est important ce que tu dis parce que bon, se remercier, oui, et aussi de démontrer que, bon, malgré un diagnostic épouvantable, mais après aussi des commentaires désagréables aussi, parce que quand tu te fais dire, ben, bonne chance, on peut plus rien pour vous, hein, à quoi on peut aspirer, tu sais, c'est un peu compliqué. Et là, de dire, ben, malgré tout, j'ai fait des belles découvertes, la vie se continue, il y a encore une vie, il y a encore... Tout à fait. Il y a encore des choses à faire. Mm-hmm. Ben oui, c'est pour ça que, tu sais, maintenant, moi, j'ai aucune gêne à parler de ma condition de personne vivant avec un handicap visuel. Est-ce que c'est facile à tous les jours? Ben non, je pense que tous les auditeurs vont le savoir. Personne ne peut dire ça. Personnelles. C'est ça. On a toutes des histoires, des petits incidents quotidiens. Est-ce que c'est facile tous les jours? La réponse c'est non. Mais l'acceptation de ma propre situation, ça, je pense que c'est l'événement dont on parle. Ça a été un grand pas en avant pour m'aider, psychologiquement parlant. J'aimerais ça juste revenir après ton secondaire. Est-ce que tu as fait du cégep? Est-ce que tu as fait de l'université? Oui. J'ai fait un cégep plus très normal. Dans le fond, j'ai fait un préuniversitaire en sciences humaines. C'était psychologie dynamique sociale. Okay. Au cégep Édouard-Montpetit, et j'ai terminé mon cégep au cégep de Sherbrooke parce qu'à cette période-là, pour ma dernière année de cégep, j'avais déménagé avec ma copine de l'époque
qui elle était à l'université à Sherbrooke et je voulais m'envoler de chez mes parents. Donc j'ai fait le saut. Je suis déménagé à Sherbrooke dans une ville inconnue pour aller finaliser mes études collégiales dans carrément une ville, une école inconnue. Puis écoute, je partais à la conquête du monde à ce moment-là. Là. C'est ça là, parce que ça m'amène deux questions là, dont tu dois te douter un peu, mais le cégep, ça s'est passé comment? Puis l'apprentissage d'une nouvelle ville? Écoute, le cégep, de manière générale, je te dirais que ça s'est très, très bien passé. Moi, ce que j'ai adoré au cégep, c'était que pour la première fois dans ma longue scolarité, tu vas comprendre le pourquoi tantôt, mais dans ma longue scolarité, c'était la première fois où je pouvais choisir une très grande partie des matières que j'allais étudier. Effectivement. C'est la beauté des cégeps au Québec. Donc, cours de sociologie, de politique, de psycho. C'était vraiment, pour moi, un très, très beau terrain pour apprendre avec des examens, des dissertations, des essais à écrire. Moi, j'étais comme un poisson dans l'eau à ce niveau-là. Des lectures intéressantes, la philosophie qui embarquait en plus. Mon ouverture vraiment académique à la philosophie, quoique j'avais auparavant un très grand intérêt pour cette matière-là de manière personnelle, mais là, étant encadré par un enseignant, un expert qui peut interpréter, nous aider à mieux comprendre, c'était une très belle période pour moi à ce niveau-là. Mais je me dois d'être toujours honnête, c'était quand même une période difficile dans la mesure où, encore une fois, socialement, là, c'était une ville inconnue, des personnes inconnues, avec des rouages un peu inconnus aussi. Là, je m'en allais dans une ville quoique Sherbrooke est une très grosse ville dans les cantons de l'Est, mais c'est pas Montréal non plus. Non. C'est pas Longueuil. Hein? Non. Les codes pour eux, quand je leur disais, mes collègues de Sherbrooke, que je venais de la rive sud de Montréal, ils pensaient que je venais de la ville de Granby. OK, beaucoup plus loin dans la Montérégie. Beaucoup plus loin, beaucoup plus petit. Mais pour les gens de Sherbrooke, la rive sud de Montréal, c'était Granby. Non, moi, c'est Longueuil. C'est beaucoup plus gros. C'est cosmopolite, là. Tu sais, mes parents, moi, je viens de l'Abitibi. Mes parents, ma mère surtout, là, elle, Montréal, Longueuil, là, c'est du pareil au même, là. C'est ça. C'est gros, c'est dangereux. C'est ça, exactement. Pour eux, pour les gens de Sherbrooke, c'est, tu connais Montréal, fait que t'es sur Sainte-Catherine à tous les jours. Non, pas du tout. Vraiment pas. Mais oui, j'ai déjà été, mais non. Non, on n'a pas affaire là tout le temps. Hein? Non, mais c'était une très belle époque aussi parce que ça a été du moins ma première année en autonome. Hein. Mm-hmm. Partie du nid familial des parents, être 100% indépendant, se responsabiliser, avoir des vrais comptes à son nom, des loyers à payer, travailler pour gagner sa vie. C'est à partir de ce moment-là que je l'ai découvert. Puis ça a été une très belle période aussi pour ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu des emplois que tu as eus? Ouais. Écoute, moi j'ai commencé à travailler quand même jeune dans la mesure où en bas âge du secondaire, je commençais déjà à passer les journaux La Presse dans le temps, quand il y avait encore des journaux papier. Ouais, là, il y en a un petit peu moins. Ouais, mais durant tout mon secondaire, je faisais ça. C'est ça, il y en avait. Je me levais tôt le matin. On appelait ça des runs de journaux. Je passais mes runs de journaux. Après ça, vers la fin du secondaire, j'ai été commis boulanger à Boucherville, dans une épicerie fine. J'ai adoré ça. J'ai travaillé là pendant 3 ans. J'adorais encore une fois me lever tôt, travailler seul avec mes fourneaux, mes viennoiseries, mes pains. C'est pas désagréable, là. Non, c'est tout sauf désagréable à travailler dans ce milieu-là. J'ai travaillé aussi beaucoup dans la restauration par la suite. J'ai fait différentes chaînes de restauration, tant dans le service que dans les cuisines aussi, qui étaient des environnements très formateurs. Travailler, on va dire,
dans des environnements assez stressants, mais c'était très formateur. Avec le recul, peut-être un petit peu moins plaisant, je suis moins de ce type-là, mais c'était formateur. Par la suite, ben là, on est déjà rendu dans la période de Sherbrooke. Quand j'étais à Sherbrooke, mon emploi d'étudiant pour vivre, c'était d'être commis dans un maxi et compagnie, travailler de nuit, tout en allant à l'école. C'était pas facile, c'était assez particulier. Oui, mais... travailler de nuit quand tu vas à l'école de jour en partant. Oui, donc c'est pour ça que je dis que c'était dur, mais en bout de ligne, avec le recul, c'était des très belles périodes parce que ça l'a vraiment appris ce que c'est que la vie adulte. La vie adulte que, justement, quand on est adolescent puis qu'on veut un peu, j'allais dire, narguer nos parents, là, puis qu'on dit, on va-tu pouvoir faire ce qu'on veut, mais qu'on soit grand, puis mais qu'on soit en appartement, là, t'étais rendu là, t'étais là. Ouais, tout à fait. Mais j'avais pas le temps tant que ça de faire ce que je veux parce que j'étais à l'école à temps plein, puis je travaillais la nuit, la semaine et la fin de semaine. C'est ça. Mais c'était... Mais ce qu'on veut, là, c'est pas ce qu'on pense, nécessairement. Exactement. Mais c'est ce que j'ai voulu, c'est ce que j'ai eu, puis c'était vraiment ma période d'entrée dans l'âge adulte. Est-ce que, dans la majorité de tes emplois, t'as eu à trouver encore, là, beaucoup de trucs pour que ton handicap paraisse pas, ou... Tu vois, c'est à partir de cette période-là, vraiment, à partir de la période Sherbrooke, que mes mécanismes de défense, mes stratégies étaient vraiment le plus nécessaire. C'était vital. Ouais, j'avais pas le choix, là. Placer placer les choses dans les allées, dans les grandes épiceries, voir les différences entre les telle ou telle marque, les différents goûts, les différentes... c'était véritablement un peu cauchemardesque. et cauchemardesque quasiment tout le temps, là, je veux dire. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose... Là, j'ai le goût de poser une question plate. Il y en a quasiment une par invité, par émission. Y a-tu eu une limite? Y a-tu eu une chose que t'as pas pu cacher, que t'as pas pu faire, que t'as dû, je sais pas moi, faire par quelqu'un d'autre? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'à un moment donné qui... tu vois... Oui, mais ça, je dois reculer dans le temps par rapport à cette période-là. C'est quand, justement, à l'âge de 18 ans, un peu avant, j'ai, tout comme tous les jeunes, j'ai voulu passer mon permis de conduire. Oh. Je me suis présenté à Technique, les écoles de conduite, et on passe un petit test de vision préliminaire. On regarde dans une espèce d'appareil, puis il faut voir le lapin sur la route, là, je pense. Et j'enlève mes lunettes, je me mets la face là-dedans. La fille me dit, tu me dis quand tu vois le lapin. Puis là, je sais je le vois pas. Puis là, elle fait comme, là, c'est parce que, tu sais, il peut pas être plus gros que ça. Elle dit, je pense que t'es dû pour aller refaire faire tes lunettes. Puis là, sur le coup, j'étais tellement insulté, en colère. Ça a pas pris de temps que je suis sorti de chez Technique. Puis je suis parti, c'est ça, en colère, tout simplement. Ça m'avait déjà heurté une fois. Mais non, écoute, pour répondre 100% à ta question, que j'ai dû répondre, que j'ai pas pu cacher, c'est venu un petit peu plus tard. À l'emploi que j'ai eu quand je suis revenu de Sherbrooke, quand j'ai fini mon cégep, j'ai travaillé dans une entreprise, on va dire une shop, entre guillemets. OK, parce que tu as essayé ça, les shops aussi. Oui, il faut travailler. Quand je suis revenu de Sherbrooke, j'avais toujours un loyer à payer, des études universitaires qui commençaient. Donc, j'ai travaillé avec à la même place que des amis de l'époque. C'était une compagnie qui fabriquait des produits qui fonctionnent au propane, butane, gaz naturel, barbecue, réchaud de camping et tout. Et dans ce contexte de travail-là,
il y avait des opérations des fois plus minutieuses. Puis honnêtement, c'est vraiment à ce moment-là que la vision se dégrade toujours plus. Puis là, on se rapproche de plus en plus de l'événement, de l'incident que je te parlais tantôt, ouais, que je me suis fracassé. Fait que je m'en rapproche là, dans mon récit personnel. Donc, ma vue est toujours de moins en moins bonne. Et c'est ça. Il y a des travaux de précision que malgré ma vitesse, malgré mes techniques pour améliorer mon fonctionnement manuel et tout, je pouvais plus dépasser un certain niveau d'adaptation. C'est ça, là. La limite était comme un peu atteinte. Fait que là, je devais justifier pourquoi est-ce que je pouvais pas dépasser ce seuil de productivité-là. C'est parce que j'ai un handicap. Je disais même pas un handicap visuel à cette époque-là. J'utilise des mots présents, mais à ce moment-là, je dis j'ai des problèmes de vision ou j'ai une mauvaise vision. C'est ça, pas aussi tranchant que dire j'ai un handicap. Là, non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est à ce moment-là, vraiment, aux alentours de 2005, que là, ça m'a rattrapé vraiment. 2004-2005, là. OK. Ouais. Et là, quand on se fait dire, t'es légalement aveugle, tu devrais te promener avec une canne, tout ça. Bon, là, c'est des paroles, j'imagine, qui sont épouvantables à entendre. Mais qu'est-ce qui arrive dans la tête de David, là? Est-ce que... Ouais, hein? Écoute, moi, je pense que ma réponse va être, comme beaucoup de gens, au début, j'ai fait de quoi tu parles. De quoi tu parles. OK, malgré tout. Ouais. Okay. J'ai une mauvaise vision, mais là, je suis toujours sur les mécanismes de défense. C'est ça, c'est sûr, t'es pas débarqué de là. OK. Non, je suis pas débarqué de là. J'ai eu un accident, mais je fais toujours mes affaires, je travaille, je me promène tout seul. Tu sais, j'ai une vie 100% autonome. De quoi tu me parles? Puis là, évidemment, j'étais 100% les deux pieds dans le déni. Fait que le premier réflexe, c'était mais de quoi tu parles? Puis il dit, écoute, est-ce que tu me donnes l'autorisation d'envoyer ton nom, faire une demande de service à l'INLB? Pourquoi? OK, quand même. Mais là, accompagné de mes parents, OK. Tu sais, tout en ne sachant pas du tout, quand on me dit centre de réadaptation, quand t'as pas mis les pieds là encore, ouais. On se demande ce que c'est cette bébête-là. Donc, c'était... mais le déni, la première réaction, ça a été déni, colère, puis je te dirais qu'à partir de cette phrase-là et un peu avant d'avoir mes premiers contacts, je te dirais que la réalité m'a encore une fois rattrapé parce que je pense que les mécanismes que j'avais développés commençaient à tomber. À s'effriter un peu, là. Ouais, et je ressentais que comme si ma vision avait chuté d'un coup sec. Oh. Descendre les marches, là, je commençais à avoir peur de descendre les marches. Là, est-ce que c'est juste psychosomatique à ce moment-là comme révélation, si on peut dire? Sûrement que oui. Mais les symptômes m'ont rattrapé, les barrières commençaient à tomber, puis là, je mettais vraiment les pieds dans l'inconnu, mais en fait dans le réel du spectre de la cécité, là, vraiment. Là. OK. Ouais. Et là, elle a fait une demande pour que tu aies du service de l'INLB, tout ça. Est-ce que... Comment ça s'est manifesté? Ça a été quoi que tu te souviens, la première chose? Est-ce que ça a été la canne? Est-ce que ça a été... Non, la canne, c'est venu plus tard. Moi, ma première agente pivot, c'était Isabelle Boisvert, comme beaucoup de gens. Isabelle Boisvert, qui est toujours à l'emploi de l'INLB, on la salue. Je la connais, moi aussi, bien sûr. Ben oui, on la connaît, beaucoup de gens la connaissent. Et ça a été avec le travail avec elle, que j'ai commencé. Elle a été très en douceur. Ça a commencé vraiment par OK, je vais te montrer les services qu'on peut te donner, les cartes d'accompagnement, les cartes d'accès,
aussi justement les groupes de soutien de la fondation INCA, mais anciennement INCA. On est allé en douceur. À ce moment-là, me parler de Cannes, c'était tout à fait inapproprié. C'était pas du tout d'actualité, malgré que j'en aurais eu un grand besoin. Mais l'ego n'y était pas du tout. C'est ça, hein, fallait y aller quand même un peu de façon à te faire accepter tout ça, là, puis à... Oui, Okay. oui, tout à fait. Et par les interventions individuelles avec Isabelle, avec un travailleur social à quelques occasions aussi, à l'INLB, on aurait discuté de ma situation, qu'est-ce que ça l'implique, qu'est-ce que c'est. Ils m'ont vraiment bien informé, sensibilisé aussi. OK, toi, t'es aveugle légal. Il y a la basse vision, hein, t'as les aveugles légales puis les aveugles fonctionnels. C'est quoi les différences? OK. C'est ça. Hein. Puis là, après ça, la réadaptation de toutes les sphères de la vie. Hein. Comment est-ce qu'on va aborder la vie à partir de là? Donc, ça a été mes débuts à l'INLB. Et là, tranquillement, le chemin se faisait avec toute cette ces termes-là, avec toute cette technologie-là aussi, j'imagine, qui rentrait en ligne de compte. Est-ce que c'est quoi qui t'a dit à un moment donné, bon, ben là, on a comme pas le choix, allons-y. Ça a été quoi la première chose que tu as faite ou que je sais pas, quelque chose qu'ils t'ont proposé puis tu as dit, bon, ben ça pourrait concrètement avoir de l'allure, là. Ben, écoute, tu vois, à ce moment-là, j'étais revenu à Montréal, j'habitais à Montréal et j'étudiais en soins infirmiers au cégep de Saint-Laurent. En soins infirmiers? Ah oui. Ouais, j'avais fait une réorientation parce que je voulais quelque chose. J'avais fait l'université tout en travaillant en même temps. C'était très difficile. Puis je m'étais dit, ok, je vais trouver, comme c'est beaucoup de travail, que le temps, tout le monde en manque, je vais faire un travail, une formation. Je vais suivre une formation qui va m'amener en peu de temps à un travail qui correspond à mes convictions. Hein, on s'en rappelle ce que j'ai dit tantôt. Mm-hmm. Et les soins infirmiers, ça touchait à beaucoup de domaines qui m'intéressaient. La biologie, l'aide, la médecine, c'est des choses qui m'intéressent. Donc, je m'étais inscrit à ça. Et je réussissais très bien. Mais, tu vois, là, il y a eu l'incident. Je rentre à l'INLB. Puis là, en discutant avec Isabelle Boisvert, elle me dit, tu peux toujours poursuivre. Tu peux réussir tes stages, tu peux être diplômé. Mais jamais tu pourras travailler. Tu seras pas assurable. Une autre grosse révélation, j'imagine. Mm-hmm, tout à fait. Donc, je te dirais que ça n'a pas été une technique ou un objet d'adaptation qui a été un peu une révélation, mais de dire, OK, qu'est-ce que tu veux faire maintenant pour la suite de ta vie? Dans quoi tu veux travailler? Dans quoi tu veux étudier? Puis, en discutant avec ma SRDV, pourquoi tu vas pas à l'université? Tu as les compétences, tu as tout ce qu'il faut, tu as toutes les belles qualités pour réussir. Puis, moi, je le dis souvent un peu à la blague, mais à ce moment-là, j'avais besoin, excuse-moi l'expression, mais d'un coup de pied dans le cul. Ben, disons-le, parce que on a besoin de le recevoir, puis on a besoin de le dire aussi, des fois. Ben, exactement. Puis, je l'ai reçu de la part d'Isabelle Boisvert. Je lui ai même déjà dit en personne, en riant, la remerciant, de me l'avoir donné, parce que, maintenant, je fais ce que j'aime. J'ai fait le chemin académique universitaire qu'il fallait. Donc, tu vois, ça a été vraiment la première grosse action qui a eu la plus grande implication, le plus de conséquences positives à ce jour que la réadaptation en déficience visuelle a pu m'apporter dans ma vie. C'est ça. Principalement, c'est ça. Par la suite, on a discuté canne blanche. Ouais. On a abordé la canne blanche. On m'a donné une canne blanche. J'ai laissé une canne blanche traîner dans ma bibliothèque pendant à peu près 2 à 3 ans. Quand même. Par ego. Hein, oui. Elle me mêlait très, très bien ma bibliothèque. Et
Et je te dirais par la suite, quand toujours dû à un calcul d'avantages puis d'inconvénients par rapport à mes déplacements, quand j'ai fait le calcul, qu'il y avait plus d'avantages à avoir une canne puis à être identifié, puis à pouvoir utiliser la canne dans toutes ses fonctionnalités, que j'ai dit OK, parfait, je la prends à partir de ce moment-là, puis là maintenant elle me lâche plus. Ça a dû quand même être un grand jour, là, parce que... Ça a été un très, très grand jour parce que, tu vois, moi, pour me confronter à la réalité de la canne blanche, je débutais pour la première fois mon premier cours à temps plein à l'Université de Montréal. Et j'ai dit, OK, c'est aujourd'hui que ça se passe. Fait que je suis rentré dans l'amphithéâtre de 200 personnes. Puis je me suis dit, c'était tout ou rien, là. OK, une nouvelle étape avec un nouvel outil, puis on y va. Je dis à partir de ce moment-ci, je rentre, puis advienne que pourra, mais là, la canne, je la garde. Fait que je me suis confronté à 200 paires de yeux de jeunes étudiants, beaucoup plus jeunes que moi, qui m'ont vu rentrer dans un grand amphithéâtre avec mes lunettes fumées, ma canne. À partir de ce moment-là, ça a été un travail d'adaptation, mais encore une fois, ça a été un nouveau chapitre de ma vie qui commençait à s'écrire, puis encore une fois, je m'en remercie. Et là, tu étais à l'université en quoi? À ce moment-là, je débutais un certificat en service social et j'avais pour objectif de devenir travailleur social. OK. Ouais. Et tu vois, maintenant, je suis travailleur social. Mais tu vois, j'ai fait dans le fond, j'ai un baccalauréat par cumul de certificats, de 3 certificats différents, service social, criminologie, victimologie. Après ça, j'ai travaillé en tant qu'intervenant psychosocial dans divers milieux communautaires à Montréal. Et par la suite, j'ai complété un 2e bac en travail social que j'ai terminé, voilà, 3 ans bientôt. OK. Hey, c'est quand même du chemin, puis beaucoup d'expérience, puis beaucoup de... C'est incroyable. Merci. Et là, Fondation INCA, c'est arrivé comment et quand? Ça fait déjà quelques années, quand même? Oui, écoute, moi, mon premier contact avec la Fondation INCA, ça a été par l'entremise des groupes d'entraide, les groupes téléphoniques d'entraide, les groupes à distance, ça date de bien avant le COVID à la Fondation INCA. C'est un service qui est fort, je dirais. Et tu vois, quand je suis rentré en adaptation, je m'étais inscrit à la Fondation dans les groupes d'entraide du soir et j'avais fait une session avec des personnes de partout au Québec, des personnes d'à peu près ma tranche d'âge. Donc, ça a été mon premier contact avec, moi j'appelle mes cousins et mes cousines. OK. Dans l'handicap visuel. Donc, ça a été mon premier contact avec eux. Après ça, j'ai suivi quelques formations parsemées au fil des années, formations avec Excel, c'est pour les utilisateurs de JAWS, pas de JAWS, mais de ZoomText. Des formations informatiques, là. Exactement. OK. Exactement. Et durant ma 2e année de baccalauréat en travail social, je devais, dans le cadre d'un de mes cours, me trouver une expérience d'intervention de groupe pour aller faire une observation de une séance et faire un rapport. Okay. Mais comme étant membre de la Fondation INCA, je recevais des infolettes web et appelle ça un coup du hasard, une heureuse coïncidence. Le soir même, je reçois l'infolette puis l'annonce du groupe qui était animé par Najla Nouri, la chef du programme psychosocial. Je tombe sur l'annonce, puis c'est pile poil la description des spécificités des interventions de groupe que je dois aller observer pour mon cours. OK. Donc, je contacte Najla Nouri, j'y envoie un courriel, je lui fais part de ma demande dans le cadre de mes études universitaires, mais sans mentionner mon handicap. OK. À titre d'étudiant. Puis, elle me répond en disant, oui, écoute,
Je sais pas, il y a déjà un stagiaire qui fait un stage avec nous, qui anime ce groupe-là. Il faudrait l'acceptation des membres. Je sens un peu d'hésitation. Donc, je lui réponds, mais écoute, moi, ça m'aiderait beaucoup dans le sens que, en plus que ça m'aide pour l'académique, pour le personnel, je suis une personne handicapée visuelle. J'ai déjà fait partie des groupes d'entraide de la Fondation. Et elle fait, ah oui, écoute, puis là, on se met à jaser un peu par courriel échangé. Puis on a la même pathologie oculaire, donc elle m'invite, tout se passe très bien. Et à la fin de cette rencontre-là, moi, je lui demande, écoute, pour l'année prochaine, pour ma dernière année de bac, je dois me trouver un stage de 3 jours par semaine. Je fais, toi, es-tu à la recherche de stagiaires? Moi, je serais très intéressé, mais entre guillemets, j'ai pas le droit de te le demander. Tu peux me le proposer, mais j'ai pas le droit de le demander. Donc, elle me dit, écoute, ça va me faire plaisir. Fait que, écoute, en 2 jours, j'avais déjà un stage de planifié pour ma prochaine année académique. J'avais beaucoup d'avance sur mes collègues au baccalauréat qui se cherchaient des stages à s'en arracher les cheveux sur la tête. Moi, j'avais les doigts de pied en éventail, très content. Et tu vois, ça a été à partir de ce moment-là que ma véritable expérience avec la Fondation INCA a vraiment débuté. Puis là, on arrive à plus que la 4e année, je pense. OK. Proche de la 4e année, ouais. OK. Donc, il y a eu le stage, puis après ça, tu as été engagé? C'est comme ça que ça s'est passé? Ouais, écoute, j'ai fait 1 an de stage à 3 jours semaine dans les services psychosociaux de la Fondation INCA avec Najla Nouri comme superviseur de stage, comme gestionnaire. J'étais étudiant, intervenant psychosocial. Je faisais de l'animation de groupe pratiquement tous les jours. Les interventions individuelles, j'ai appris beaucoup sur les nombreux services que la Fondation INCA peut donner. J'ai rencontré des formateurs que j'avais eus, dont Robert Savard pour les formations informatiques, Pascal Roy qui était à l'orientation, que j'avais déjà sollicité pour faire par le passé une conférence pour un organisme pour lequel je faisais un autre stage, mais comme j'étais sensibilisé à la cause de la santé visuelle, j'avais déjà parlé avec Pascal Roy. Je la rencontrais en personne à ce moment-là. J'ai fait 1 an de stage. J'ai appris beaucoup sur, dans le fond, on va dire, la population handicapée visuelle au Québec en général, les organismes qui œuvrent auprès d'eux, le milieu de la santé, les centres de réadaptation, gagné beaucoup d'expérience et à la toute fin de mon stage, in extremis, on m'a offert, dans le fond, un emploi à temps plein à la Fondation INCA en tant qu'intervenant communautaire. Oh. Et là, ça fait que là, tu continues à faire de l'animation de groupe, C'est quoi exactement que tu fais au jour le jour? Écoute, dans les dernières années, je vais t'expliquer le pourquoi que je le dis dans quelques minutes, mais dans les dernières années, mon pain quotidien, c'était des interventions de groupe dans les divers groupes de soutien que la Fondation INCA offre, que ce soit à distance ou en présentiel, hein, comme on dit dans l'ancien temps. Ouais. Des interventions individuelles, de l'organisation d'activités de loisirs un petit peu, hein, pour les personnes adultes qui vivent avec un handicap visuel, qui sont desservis par la Fondation INCA. Donc ça a été, dans les 3 dernières années, mon pain quotidien. Je fais que ça, tout le temps, tout le temps. Mais c'est ce que je veux faire dans la vie, c'est le pourquoi de toutes mes années d'études, donc je suis très content. Non, excuse-moi. Oui. Excuse mon ignorance, mais là, comment ça fonctionne? Est-ce que les gens qui veulent participer, est-ce que c'est des sujets? Est-ce que c'est est-ce que c'est les gens qui appellent pour dire, moi, j'aurais besoin de participer à... Comment ça... Oui. Très bonne question, Martin. Écoute, il y a plusieurs façons. Il y a beaucoup de référencement.
de la part des centres de réadaptation. Il y en a plusieurs sous-filiales de l'INLB partout au Québec. On pense au bouclier, à l'intervalle, IRD-PQ, IRD, le MAB. Il y en a un paquet, on le sait. Donc, souvent, on reçoit des références des différents spécialistes intervenant dans les centres de réadaptation qui veulent offrir à leur clientèle aussi notre expertise dans les groupes psychosociaux. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont des diagnostics récents, des réalités récentes de vie avec l'handicap visuel, qui font leurs recherches par eux-mêmes ou l'entourage qui fait les sont dépourvus par la nouvelle réalité traumatique, si on peut dire que. Et je te dirais que c'est les deux grandes façons que les gens nous abordent à la Fondation INCA pour les groupes de soutien. La deuxième volet de ta question, la deuxième volet, c'est qu'il y a plusieurs types de groupes. Il y a les groupes de soutien, il y a les groupes harmonie, il y a les groupes d'entraide. C'est 3 niveaux de groupes différents. Dans le fond, c'est un peu un continuum de groupes, si on peut dire. Pour le groupe de soutien et le groupe harmonie, chaque rencontre vient avec une thématique préétablie. OK. Nous, on a fixé, dans le fond, on a réfléchi et fixé, dans le fond, des thématiques qui correspondent à des enjeux assez globaux que toutes les personnes vivant avec un handicap visuel vont rencontrer. OK. Ouais. Peu importe le degré de cécité, ce sont souvent des questions qui vont ressurgir tôt ou tard. Donc, on arrive avec ces questions-là, des sous-thèmes, et nous, on aborde avec le groupe ces questions-là. On arrive avec de l'information, parce que le volet informatif est très important, d'informer les gens sur, OK, c'est quoi une pathologie? C'est quoi la cécité? En tant que groupe, comment est-ce qu'on la définit? Pour faire ressortir les différentes expériences des gens, ce qu'ils en pensent, pour arriver à un certain degré de formation, parce que quand même, on peut même parler d'éducation d'une certaine manière. Puis après ça, ben c'est ça, on passe toujours sur le volet expérientiel des gens, puis le volet stratégie d'adaptation, parce qu'on veut toujours amener le positif, peu importe le sujet abordé. Aussi dur qu'il peut être comme le deuil de la vision, les difficultés relationnelles, la gestion du stress. Faut toujours amener les gens vers un mode solution. Donc là, je viens de te décrire grosso modo type de soutien. OK. Donc, mais je t'ai coupé la parole tantôt, là, je me souviens pas si tu te souvenais où tu voulais t'en aller, là, je pense que tu disais que... Est-ce que toi, tu t'en rappelles? Moi, je m'en rappelle pas du tout où je m'en allais. Y a-tu un changement qui s'en vient? Y a-tu honnêtement, là, je m'en souviens pas, puis je t'ai coupé. Ah oui, ok, non, c'est ça, c'est que je disais, dans le fond, je parlais de mon travail à ce jour. Ouais. Parce que, tu vois, nouvellement, ça va être, c'est effectif depuis le début de l'été, mais ça va être vraiment officiel à partir de septembre. Maintenant, je ne suis plus dans les services psychosociaux adultes. À la Fondation INCA, j'ai eu une promotion. Maintenant, je suis chef du programme Jeunesse récréatif. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses pour les jeunes, hein, à la oui, Fondation il y a quand même, INCA. Il y a beaucoup de services, il y a beaucoup d'activités. Et pour vraiment continuer à améliorer nos services, toujours mieux desservir, dans le fond, notre jeunesse, nos jeunes, ben là, j'ai eu une belle promotion. Maintenant, je suis plus un employé des services psychosociaux. Avant, je travaillais de collaboration avec Najla Nouri, que j'ai nommé précédemment. Mais maintenant, je suis 100% autonome dans la planification de mon programme, qui est le Jeunesse récréative. C'est-à-dire que je vais travailler avec les jeunes de moins de 30 ans. OK. Et toujours avec l'aspect loisir. L'aspect loisir, ça touche les jeunes, mais aussi les adultes. Mais je ne fais plus
d'intervention de groupe pour les plus de 30 ans et plus d'intervention individuelle pour les plus de 30 ans. C'est la distinction. Et là, tu dis moins de 30 ans, mais ça commence à quel âge? Ben écoute, hein, ça va de 0 à 30. OK, quand même. Ouais, ouais, c'est sûr que, mettons, si dans le fond, la jeunesse est vraiment divisée selon, on va dire, les stades de développement, c'est-à-dire les 0-5 ans, qui serait la petite enfance, 6-12 ans, l'enfance, 13 à 17, l'adolescence, puis de 18 à 29, jeune adulte. OK. Mais là, toi, tu touches à tous ces groupes d'âge-là. Là. Oui, bien OK. sûr. Et c'est relativement nouveau, mais j'imagine que ça te plaît, que c'est quelque chose qui est stimulant aussi, la jeunesse. Hein? Oui, tout à fait. C'est très stimulant parce que, ben, tu vois, moi, j'en ai côtoyé, j'en ai été un, hein? Je suis passé par là. Déjà? J'ai eu ben oui, hein, je sais ce que c'est les défis, les enjeux. Je connais pas tout, mais j'ai une expérience personnelle qui oriente mon travail, ça c'est sûr. Au fil de mes années à la Fondation INCA, j'ai rencontré plusieurs jeunes. J'ai participé au camp de jour virtuel qu'on a organisé, à divers autres événements pour la jeunesse aussi. Donc, c'est une belle population. C'est une belle tranche de notre clientèle, de nos usagers, qui, je pense, qui méritent d'avoir toujours de meilleurs services pour à la fois les aider à s'orienter dans le monde, hein, dans le futur qui les attend, hein, puis les aider à avoir le plus d'outils pour avoir la vie la plus heureuse possible, je dirais, en peu de mots. Hein. Ben, en tout cas, une chose est certaine, David, c'est que là, bon, tu ne travailles plus avec les plus de 30 ans, mais je sais que tu as aidé beaucoup de personnes en haut de 30 ans parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dirigé vers toi pour une entrevue. Ça fait que je peux te certifier ça, mais sûrement que tu le sais de toute façon. Tu l'as sûrement entendu, tu as sûrement entendu plein de commentaires. Mais en tout cas, moi, j'ai été souvent dirigé vers toi. Ça fait que je regrette pas de l'avoir fait. C'est bien gentil de la part de toutes ces personnes. Merci beaucoup à eux. Merci à toi aussi de t'y être intéressé. Oui, puis en plus, j'ai trouvé aujourd'hui, encore une fois, parce que connaissez-vous, c'est d'apprendre des choses, hein, pas juste sur les invités, mais sur le handicap et tout ça. Puis je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est le travail sur soi. Je pense que le fait de dire que on peut et on doit travailler sur soi, mais que ça donne aussi des résultats. Je pense que tu en es une belle preuve. Je pense que tu nous en as donné plusieurs exemples. Ben, écoute, tant mieux. Si mon récit personnel peut aider des gens dans leur réflexion, puis orienter leurs actions vers un mieux-être pour eux, hein, toujours pour eux-mêmes, tant mieux. Puis je pense que tu as bien cerné le cœur du travail que je fais auprès des usagers de la Fondation INCA. C'est vraiment ça, c'est le travail sur soi. Parce que, comme je disais tantôt, s'il y a quelque chose de positif qui peut ressortir de cette situation difficile-là, c'est l'opportunité de se questionner, de se réorienter, puis d'avancer. Et de toujours savoir qu'on a des outils, qu'il existe des gens, il existe des organismes, et il y a possibilité de... Tu parlais des sujets auxquels on est tous confrontés, mais il y a toujours possibilité justement de briser l'isolement, puis il faut pas l'oublier, faut pas. Non, c'est vrai. Puis des fois, c'est sûr que c'est difficile à mettre de l'avant, hein, de continuer de vouloir avancer. Je le comprends très bien. Pour en avoir rencontré plusieurs personnes que je remercie parce que moi, je l'ai dit souvent dans les groupes, mais si ça peut rejoindre encore plus de gens, je pense que ma propre réadaptation
la qualité de la réadaptation en déficience visuelle que j'ai en ce moment ou que j'ai eu par le passé découle de beaucoup des rencontres que j'ai pu faire. Je suis redevable personnellement aux personnes qui sont venues à mes rencontres, qui ont participé à mes groupes, qui ont échangé, qui se sont ouverts pour parler de leur situation. C'est tout l'ensemble de ces récits-là, tout comme peut-être toi, par l'intermédiaire de tes portraits, c'est une richesse incroyable auquel on a accès. Donc moi, je remercie encore une fois tous les gens avec qui j'ai pu travailler puis qui se sont confiés à moi. C'est sûr qu'il n'y a jamais rien de facile, hein. Des fois, le premier pas, c'est ce qui est le plus difficile. Mais sachant que rien n'est facile dans la vie, que ça demande toujours un minimum d'effort, mais que ça peut nous amener quand même des résultats très satisfaisants. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est pour ça. Oui. Il a bien cerné, Martin. En tout cas, je sais pas s'il y a autre chose que tu veux ajouter ou si tu penses qu'on a fait un certain tour. Là. Moi, j'aurais continué longtemps à parler, mais je pense quand même qu'on a peut-être fait un bon tour. Écoute, moi, je pourrais continuer à parler très, très longtemps, mais quand même, je pense que pour un premier tour, on a fait un très bon tour. Puis, écoute, je te remercie beaucoup de m'avoir offert l'opportunité de participer à ton projet et de continuer, dans le fond, à faire connaître de très belles personnalités dans notre petit monde de personnes handicapées visuelles. Merci, Martin. C'est moi qui te remercie parce que, comme je le dis souvent, si les gens acceptaient pas, il y aurait pas de projet. Alors... Oui, effectivement, c'est vrai. T'as bien raison. Je dis la même chose à mes participants des groupes. C'est toujours eux que je remercie parce que sans participants, des groupes, autant que des entrevues, il n'y en aurait pas. Exactement. Hein? Alors, on se laisse là-dessus. Un immense merci. Merci à toi, Martin. Donc, je te souhaite une très belle soirée. À la prochaine. À la prochaine. C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!